Bonjour tout le monde, Médoucine n'est pas seulement un site de rencontre pour amateurs de médecine alternative, c'est aussi une entreprise bien huilée qui fait rêver les aspirants soigneurs, magnétiseurs et autres sophrologues et les entraîne à chercher plus de clients, à marketer leurs pratiques, à faire du fric. C'est contraire à l'éthique de la médecine, c'est au moins un peu dégueulasse, mais bon, c'est légal. Et ben c'est pas si sûr en réalité, alors générique. La plateforme Médoucine est un carrefour commercial, un site qui met en relation un public en recherche de pratiques de soins non conventionnels, hors des sentiers de la médecine fondée sur l'épreuve, et des praticiens et praticiennes, naturopathie, acupuncture, gestalt thérapie, psychogénéalogie, décodage biologique, etc., qui ont envie d'élargir leur clientèle. Dans la précédente vidéo, nous avons montré que le site fait de la promotion de pratiques farfelus, de pseudo-thérapeutes sans aucun diplôme, exerçant en dehors de tout cadre qui permettrait de s'assurer qu'on n'est pas en train de se faire traiter par un nul, par un gourou, un pervers ou une manipulatrice. La promesse de prendre rendez-vous avec un praticien certifié en médecine douce, qui figure sur la page d'accueil de Médoucine, est mensongère, puisque n'importe qui peut prétendre avoir n'importe quelle compétence, comme Fantine le montre sur sa chaîne, Fantine et Hippocrate, dans une série dédiée à Médoucine. Alors évidemment, les médecins avec de vrais diplômes ne sont pas des anges, parfois ils se comportent très mal, ne sont pas toujours à l'écoute du patient, ils peuvent commettre des erreurs, voire des fautes, mais leur activité est encadrée. Et en cas de mauvaise pratique, les sanctions tombent et un médecin, radié de l'ordre, quelle qu'en soit la raison, ne peut plus exercer la médecine. Ce qu'il peut faire encore, en revanche, c'est s'inscrire sur Médoucine et devenir coach santé ou naturopathe, et donc continuer de pratiquer les mauvaises choses pour lesquelles il a été radié, sans que ça pose aucun problème à Médoucine. C'est gênant, c'est un peu gênant. Bien sûr, les sanctions souvent tardent à tomber. La profession manque d'autocritique, les autorités ordinales ont souvent plus à cœur de défendre leurs confrères que les patients. Ces défauts-là existent en dépit de textes extrêmement exigeants envers eux. Alors imaginez ce qu'il se passe quand on pratique dans un cadre qui n'a aucune exigence. Ceux qui se tournent vers les pratiques alternatives à cause des défauts de la médecine, je peux les comprendre bien sûr, mais ils risquent d'être confrontés à des défauts identiques et débridés faute d'organes de contrôle pour évincer les mauvaises pratiques et les mauvais praticiens. Et c'est dommage. C'est pas le but. C'est un peu couillon. Médoucine, de son côté, fait tout pour nous persuader que ce contrôle existe, qu'il s'assure de la qualité des soins, alors qu'en réalité, le critère, le seul qui permet à un praticien d'être répertorié chez eux, c'est le fait qu'il passe à la caisse tous les mois. Le modèle économique est celui d'un supermarché du charlatanisme. Médoucine a un intérêt pécuniaire à accepter un maximum de praticiens, puisque de toute façon, aucune des pratiques de soins dont ils font la promotion ne peut fournir des preuves scientifiques d'efficacité. Qu'est-ce qu'il reste comme critère pour distinguer les bons des mauvais? On pourrait leur demander, d'ailleurs je leur demande, Médoucine, Madame Solange Arnaud, si vous le désirez, venez discuter avec moi, on enregistre un entretien afin que votre droit de réponse puisse être entendu sur la chaîne. L'invitation est ouverte, profitez-en. C'est gratuit. Depuis l'enquête de Mathieu Repiquet, qui a servi à préparer la vidéo précédente et a suscité des papiers dans la presse, l'équipe de Médoucine a fait quelques changements sur le site. Par exemple, en retirant le parrainage d'un médecin radié de l'ordre et en ajoutant des messages d'avertissement qui invitent à d'abord consulter un médecin en cas de maladie. Elle a aussi organisé des webinaires pour informer les praticiens de son réseau. Et on va en parler parce que j'ai eu accès à l'un de ces webinaires. Je me suis faufilé discrètement
à leur insu. Grâce à un lien fourni par Médoucine, à une source que je ne divulguerai pas, je me suis connecté sur Zoom, je ne me suis pas anonymé et j'ai été éjecté au bout de 10 minutes. Merci beaucoup, pas très grave, j'ai quand même pu me procurer la vidéo complète de cette réunion, de ce webinaire, et nous allons ensemble en regarder quelques extraits, vous verrez, c'est très instructif. Alors cette affaire touche évidemment la thématique des pseudosciences, et en cela elle entre de plein pied dans le champ de compétences traditionnel de la zététique, mais elle touche aussi à des questions de droit. Il y a des lois qui encadrent ce qu'on peut faire, ce qu'on peut dire, ce qu'on peut vendre en rapport avec la santé. Et pour éclaircir ces questions, il vaut mieux ne pas se fier à moi et se tourner vers quelqu'un dont le droit est le métier. C'est pourquoi j'ai invité Sébastien Cavenet à me rejoindre sur cette vidéo. Magnéto. Alors, bonjour Sébastien Cavenet. Bonjour. Alors, vous êtes, si je ne m'abuse, maître de conférence en droit privé à l'Université de Poitiers. Tout à fait. Et vous gérez la chaîne, vous avez le droit sur YouTube, qui est là depuis combien de temps maintenant? Depuis 1 an et demi. D'accord. Et qui est pas mal du tout, et qui s'intéresse notamment à l'écosystème YouTube, Tout à fait. et sous l'angle du droit. Alors vous avez regardé, je crois, la vidéo qu'on a faite sur la tranche Rambouillet il y a quelques temps. Vous avez lu les articles de Mathieu Repiquet qui est à l'origine de l'enquête. Votre œil de juriste là-dessus? Alors, mon œil de juriste, en tant que pénaliste de formation, j'ai évidemment été titillé par déjà le comportement des thérapeutes, entre guillemets, qui sont les clients de Médoucine, puisque pour moi, c'est clairement, dans certains cas, l'exercice illégal de la médecine. En particulier, tout ce qui est acupuncture, tout ce qui est prescription d'herboristerie, ça, c'est réservé à des professionnels de la médecine. Donc ça tombe clairement sous les articles 4161 et suivants du Code de la santé publique, qui répriment ce genre de comportement, de mémoire de 2 ans de séchoir et de 30 000 d'euros d'amende, j'y arrive. Donc ça, c'est pour les praticiens. Mais Oui. évidemment, les vidéos, elles s'intéressaient davantage à la plateforme. Et est-ce que eux sont complices ou pas? Alors, j'avoue qu'a priori, j'avais pensé qu'il ne l'était pas, mais je défleure un petit peu ce que je voulais dire. Médoucine est juridiquement ce que l'on appelle un intermédiaire technique. Et au terme de la loi de 2004, la loi LCEN, c'est-à-dire loi sur la confiance dans l'environnement numérique, ou dans l'économie numérique, je ne sais plus, considère que les intermédiaires techniques, a priori, ne sont pas responsables de ce que leurs usagers mettent en ligne avec leurs services, à moins qu'ils n'en aient été informés selon des règles très précises posées par la LCEN. Bon. Donc a priori, j'avais tendance à penser que Médoucine n'était pas responsable. Mais mon avis a changé lorsque j'ai vu le webinaire de Médoucine. Voilà. Et là, en revanche, ça change pour le pénaliste, ça change de tout au tout. Dans la mesure où il y a clairement de la complicité. La complicité est punie comme des mêmes peines que l'auteur de l'infraction lui-même. Et le code pénal, c'est l'article 121.7 du code pénal, si je me souviens bien, définit la complicité comme étant le fait de sciemment aider, par aide ou par assistance, faciliter la préparation ou la consommation d'une infraction, ou la préparation ou la consommation d'une infraction, c'est bien. D'accord. Donc là, clairement, il y a complicité de Médoucine, d'après ce que j'ai pu constater. Alors, ce webinaire, on va en voir des extraits. C'est un webinaire donné par Médoucine avec une avocate. Avant qu'on regarde les extraits, encore une fois, sur la base de ce qu'on a fait jusqu'à présent, dans quelle mesure Médoucine peut attaquer Mathieu qui a révélé des choses et moi-même qui ai fait une vidéo, dans quelle mesure la loi nous protège, nous, ou au contraire risque de nous rendre responsables de quelques délits ou que sais-je? Alors, dans la mesure où vous avez accédé légalement à ces informations, c'est-à-dire que vous vous êtes connecté normalement sur le webinaire, j'imagine à l'aide d'un pseudonyme, mais ça c'est pas interdit par la loi,
Dans ce cas-là, il s'agit d'une capture parfaitement légale. Donc on ne peut pas vous reprocher quelque intrusion dans un système de traitement informatisé de données qui est interdit par la vieille loi de 1986 sur le piratage informatique. Première chose. La deuxième chose, c'est que vous utilisez dans vos vidéos uniquement des extraits de leur webinaire, des courts extraits, et là aussi, ces courts extraits, eh bien, c'est permis par le Code de la propriété intellectuelle. Le numéro de l'article m'échappe, j'ai fait une vidéo sur le sujet récemment, mais parmi les 5 exceptions au droit d'auteur figure le droit à la critique, et vous êtes parfaitement dans le droit de critiquer en reproduisant de courts extraits de leur propre vidéo. Donc pour moi, juridiquement, ils ne pourraient pas gagner un procès. Alors, attention, c'est pas parce qu'ils ne peuvent pas gagner un procès qu'ils ne peuvent pas vous en entamer un, qu'ils ne peuvent pas vous intenter un procès. Hein, on peut intenter un procès, c'est aussi une des libertés fondamentales, même si on n'a aucune chance de le gagner au final. Ça peut être une procédure d'intimidation. Bien sûr. Mais sur la base du reste du travail qui était fait auparavant, où on évite de parler d'escroquerie, mais où on a le mot charlatanisme qui est dans le titre. Il y a des gens qui peuvent se dire, mince, ils osent faire ça, de quel droit, peut-être on pourrait les attaquer. C'est une qualification juridique très précise, hein, puisque c'est le Code de la santé publique qui définit précisément le charlatanisme. La définition exacte m'échappe, mais je crois que c'est de proposer des pratiques thérapeutiques qui n'ont pas fait leur preuve ou qui les ont faites insuffisamment, quelque chose voilà, comme ça. et de les présenter comme mettant sans risque. Tout à fait, comme étant sans risque, voilà, exactement. Donc, a priori, on est dans les clous. Vous êtes parfaitement dans les clous pour moi, sans aucun doute. D'accord. Alors du coup, hop, alors, tais-toi madame, tais-toi 5 secondes, hop, voilà. Donc c'est un webinaire où on a des praticiens de différentes choses, des codages biologiques, énergéticiens, naturopathes, tout ce que vous voulez, qui sont présents. J'ignore combien ils étaient, peut-être une trentaine de personnes qui étaient présents, qui sont dans le réseau Médoucine, avec en présence donc Solange Arnaud, qui est la présidente, ou j'ignore son titre, enfin qui dirige l'entreprise, et une avocate. Voilà, donc on ne va pas dire le nom, même si on peut le trouver. Et la question c'est, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire, parce qu'en gros ils sont en train de réagir au fait que Mathieu a fait une enquête, que les journaux s'en font l'écho, et du coup c'est un peu une période de crise. Et ma foi, on ne va pas le reprocher, il faut venir une avocate pour voir ce qu'ils ont le droit de faire, et c'est très 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 bien, mais va se poser la question, et ça sera ma question après, c'est est-ce qu'un avocat peut conseiller de violer la loi à son client? Ça, vous me direz tout à l'heure si c'est possible ou pas. Et donc là, on a une question par rapport à la phytothérapie, le fait de prescrire des plantes à des clients, parce que c'est pas des patients, est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on n'a pas le droit? Et là, on a l'impression que c'est le contraire, quoi. Je peux essayer d'essayer de faire une synthèse sur les plantes, mais c'est vraiment compliqué. C'est un casse-tête chinois, les plantes. Hein. Parce qu'il y a celles qui relèvent de la législation sur les médicaments, il y a celles qui relèvent de la législation sur les compléments alimentaires. Et utilisez-les, il n'y a pas de souci. Hein, ne vous dites pas, c'est tout. Voilà, et donc, en gros c'est ça. Je m'arrête là parce que c'est utilisez-les, toutes ces plantes, mais ne le dites pas, c'est tout. Je ne sais pas si c'est un conseil qu'un avocat doit pouvoir donner. Alors, dans le silence de son cabinet, en tête-à-tête, entre quatre yeux avec son client, ils peuvent tout se dire et l'avocat est tenu à un certain nombre de règles. En revanche, là, elle prend la parole de façon publique. Hein, c'est-à-dire que dans ce webinaire, si j'ai bien compris, il suffit de s'inscrire pour pouvoir assister au webinaire quand on est praticien accepté ou certifié par Médoucine. Donc c'est une enceinte publique, et là en revanche, c'est vraiment de l'incitation à la commission d'infraction, et là aussi ça tombe sous le biais sous le coup de l'article 121.7 du Code pénal sur la complicité. Très clairement. Là, alors, est-ce que c'est Solange Arnaud qui invite, qui est responsable, est-ce que c'est l'avocate elle-même qui se rend coupable? Ou les deux? Alors, pour moi, c'est Médoucine et Solange Arnaud, à titre personnel ou à qualité de responsable de Médoucine, je ne sais pas quel est son choix de structure. Alors ensuite, il y a le conseil puisque ces praticiens, ils sont là parce qu'ils ont une page sur Médoucine qui fait la réclame de leur pratique, qu'ils ont un numéro de téléphone. Et parfois, les gens téléphonent en disant « Est-ce que vous pouvez me soigner ceci ou cela ?» Et donc, des fois, il faut éviter de répondre de manière trop honnête au téléphone. Et donc, voilà le conseil de l'avocate. Mais vous avez, je pense,
pense aux ceux qui pratiquent le Twina, par exemple. On est sur des disciplines qui sont proches de la kiné et de l'ostéo. Moi, je trouve que c'est compliqué de répondre au téléphone à quelqu'un qu'on connaît pas. En tout cas, si la personne vous appelle en disant est-ce que vous faites les lumbagos, surtout vous dites non. Même pour un ostéo ? Parce que là, en l'occurrence, je crois que... L'ostéo, encore une fois, pour moi, l'ostéo, il est pas trop concerné par cette problématique-là. Lui, il est reconnu, c'est sa discipline, il n'y a pas de souci. Par exemple, quelqu'un qui pratique le Twina ou même l'acupuncture, est-ce que vous soignez les lumbagos ? La réponse est non. Vous soignez une stagnation de chi, mais vous ne soignez certainement pas un lumbago. Donc vous soignez une stagnation du chi, que je ne sais pas ce que c'est, mais pas un lumbago. Plus tard, elle dira, on joue un peu sur les mots. Est-ce que c'est pas déjà un peu le cas ? Qu'est-ce qu'en fait ce conseil-là ? Alors, ce qui compte, c'est l'acte qui est effectué. C'est pas le nom qu'on va lui donner. Alors déjà, c'est un peu prudent de leur part déjà de dire n'utilisez pas les mots, mais en droit pénal, le principe est que la preuve est libre. Bon, on ne peut pas l'importer dans n'importe quelle condition, mais on peut apporter n'importe quel type de preuve. Donc il suffit de prouver que les praticiens ont eu tel comportement, ont fait telle prestation, ont fait telle prescription, pour qu'ils puissent être poursuivis pour l'exercice illégal. Donc le conseil, il ne vaut rien en fait. Alors, je dis toujours que le droit, c'est un peu comme l'amour. En amour, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Et en droit, il n'y a pas de droit, il n'y a que des preuves de droit. Donc, moins on laisse de preuves, mieux c'est. C'est pas complètement illogique qu'elle donne ce conseil. On a tous la même formation, on sort tous des mêmes facultés de droit. Donc, on fonctionne tous de la même façon à cet égard-là. Donc, déjà, c'est le premier conseil qu'elle donne. Qui est logique. De supprimer les preuves les plus évidentes. Qu'on voit des praticiens qui disent « oui, je mets des aiguilles dans la peau de mes patients alors qu'ils ne sont pas médecins », clairement, son premier conseil est parfaitement logique, même s'il est insuffisant à mon sens pour s'il y a une enquête préliminaire de police pour prouver qu'il y a exercice illégal. Il est logique dans une certaine perspective qui est celle de Médoucine ne veut pas avoir de problème. Tout à fait. C'est ça. Le troisième exemple. C'est très important. Je vois que Marjorie et Gisèle, elles sont inquiètes parce qu'elles reviennent sur la phytothérapie. La phytothérapie, Marjorie, il faut que tu le considères comme la pharmaco. Donc effectivement, quand on est naturo, c'est hyper compliqué. Gisèle, tu as raison. Mais moi, je ne suis pas en train de te dire de ne pas le faire. Voilà. Je suis juste en train de te dire de ne pas en parler. Tu n'es pas obligé d'avoir une page internet avec des photos de plantes en disant « youpi, c'est super et je vous prescris des plantes ». Là, on parle de la façon de communiquer. Je ne suis pas en train de parler de votre exercice. Après, dans votre cabinet, vous faites ce que vous voulez. Par contre, soyez prudents, c'est-à-dire que n'ayez pas de plantes dans votre cabinet. Laissez le client commander ses plantes lui-même. Vous écrivez la formule sur un post-it où il l'écrit lui-même. Alors ça, c'est l'idéal. Il se l'écrit lui-même, il prend ses responsabilités et il se commande ses plantes. Si vous commencez à avoir des plantes dans l'arrière-boutique, là, par contre, ça ne va pas bien se passer pour vous. Enfin, potentiellement, ça peut ne pas bien se passer pour vous. Là aussi, elle s'attaque aux preuves, laisser le moins de preuves possible, ce qui est la démarche normale de toute personne qui est parfaitement consciente qu'elle est en marge de la légalité. La première réaction, c'est de ne pas laisser de traces. Donc, c'est logique. Parce que moi, je veux dire, je prends un peu de recul. Si j'ai une pratique parfaitement légale, j'ai besoin de conseils pour être sûr que je le fais bien dans les règles, parce que c'est pas évident. Nul n'est censé ignorer la loi, sauf que c'est compliqué. Mais là, on n'est pas dans ce registre-là. On est quand même... c'est quelqu'un qui dit aux gens, oui, là, ce que vous allez faire là, c'est pas légal, donc ne le dites pas ou cachez-le, c'est pas le même type de conseil. Là, on est plus dans un conseil que pourrait donner un avocat de la mafia. Là, je vous laisse la responsabilité. Oui, j'abuse, mais bon. Mais moi, je vous dis, son conseil n'est pas illogique, dans la mesure où les actes ont déjà été effectués. Mais en revanche, ce qui m'intéresse vraiment pour moi de formation pénaliste, c'est que ça se fasse en présence de la dirigeante de Médoucine, qui donc ne peut plus nier qu'elle est au courant de façon objective et officielle de la pratique parfaitement illégale d'une partie des praticiens qui sont ses clients.
Ouais. Et ça, quand on revoit la vidéo qu'on a faite avant avec le, le profil, le pédigré des gens qui font des choses avec des prétentions vraiment thérapeutiques, Oui. ça prend tout son sens. Là, on va parler de destruction de preuves, quand même. Ah. Le contexte, c'est... Elle a parlé d'iridologie, juste avant. L'iridologie, on en a parlé dans la vidéo, c'est censé permettre, en regardant l'iris de l'œil, de diagnostiquer, de faire un profil de vos faiblesses, de vos forces, et donc de prévoir quelle maladie vous allez avoir, donc de poser un diagnostic. Sauf que le diagnostic, c'est un acte que seul un professionnel de santé peut faire, donc pas les gens qui sont... et donc, ils sont en train de demander comment on fait pour pouvoir pratiquer l'iridologie, mais sans dire que on fait des diagnostics. Et donc là, on entend la voix de Solange Arnaud qui dit mais peut-être qu'on peut passer par ce type d'expression. Donc je remets la vidéo. Alors, comment présenter l'iridologie si on ne peut pas mettre que ça diagnostique les prédispositions de santé, du coup? Ah, c'est une bonne question. J'y connais rien en iridologie, mais je peux regarder. J'avoue, je pense que l'iridologie, c'est peut-être une technique un peu délicate, en fait, d'une certaine manière, qui est un outil précieux pour évaluer la force vitale. Bon, bah, Un outil précieux pour évaluer la force vitale. c'est bien ça. C'est parfait. Hein, ok, super. Et du coup, bah oui, effectivement, là, on revient effectivement à un moyen d'observer la vitalité de la personne. On est voilà, c'est complètement dans le bon truc. Voilà. Oui. Parfait. Soulager au lieu de guérir, c'est bon ça? Ou pas? Soulager au lieu de guérir. Elle hésite. En ostéo, je pense que c'est ok. Hein. Ah bah en ostéo, il n'y a pas de souci. En ostéo, il n'y a pas de problème. On rappelle, l'ostéopathie fait partie des spécialités entre guillemets, des pratiques en tout cas qui sont reconnues et que des professionnels de soins peuvent pratiquer. Et d'ailleurs, c'est les seuls qui peuvent la pratiquer à ma connaissance. Tout à fait. Donc, je reprends. Après, soulager au lieu de guérir, on joue sur les mots. Hein. On joue sur les mots. Libération émotionnelle de traumatisme. Libération émotionnelle de traumatisme. Dans les jeux de mots. Ouais, là on est plus sur le côté psycho. Bref, voilà, donc ça revient là-dessus. Donc cette idée de attention avec les mots qu'on utilise. Bon, j'ai envie de dire, oui, c'est pas choquant dans le sens où c'est fait pour respecter la loi, mais elle ne leur dit pas de changer ce qu'ils font, juste ce qu'ils disent. Exactement, tout à fait. Elle leur conseille juste de ne pas tendre les verges pour se faire battre. Hein, elle ne cherche pas du tout à légaliser leurs pratiques, c'est clair. Hein, elle cherche juste à leur enseigner, leur expliquer comment faire pour éliminer les éléments les plus criants de l'existence de l'infraction. Alors du coup, j'ai le dernier extrait, le 5e, où là, je pense que c'est plus grave. Ah. Attention Solange, on va quand même rassurer nos thérapeutes sur le fait que nous, ce dont on parle là, c'est la façon de communiquer. Or là, on est en train de nous demander, est-ce qu'on peut conseiller ceci, est-ce qu'on peut conseiller cela? Vous pouvez conseiller tout ce que vous voulez. Moi, tout ce que je vous demande, c'est d'arrêter de me faire des pages internet à rallonge. La page internet, elle est là pour dire que vous existez, à quelle heure on peut venir vous consulter et combien ça coûte. Qu'est-ce que vous avez besoin de venir me dire, que vous soignez ceci, cela et le reste, que vous foutez des aiguilles, des ventouses, de la moxa et des plantes? On s'en fout. Je vais être un peu plus cash et caricatural. En fait, c'est ça le problème. Le problème, il est juste là, il n'est pas ailleurs. Hein. Après, dans votre cabinet, vous faites ce que vous voulez, vous mettez autant d'aiguilles que vous voulez, et vous donnez toutes les plantes de la terre, il n'y a pas de problème pour moi. Donc là, pause pour digérer. Mettez autant d'aiguilles que vous voulez, donnez toutes les plantes du monde que vous voulez. Là, on est dans le plein exercice illégal de la médecine, mais quand même, pour être parfaitement honnête, je vais laisser quelques secondes. Elle met un petit silence, elle rajoute une phrase, mais par honnêteté, il faut qu'on laisse cette phrase. Si vous savez ce que vous faites, bien sûr. Oui. Mais après, ça, c'est un problème de responsabilité professionnelle. C'est-à-dire qu'après, s'il y a un pépin avec quelqu'un qui fait une méga allergie et qui décède, c'est un autre problème. Voilà, c'est un autre problème que les personnes décèdent, mais c'est secondaire. Donc voilà, on est dans le... Ben voilà, enfin, continuez à faire ce que vous voulez, mettez autant d'aiguilles, et ça, je vous laisse commenter, quoi.
Ah ben là, je ne peux qu'en rajouter au sujet de la complicité. Hein. C'est dit en présence de la dirigeante de Médoucine qui ne peut plus ignorer l'existence de ces comportements de la part des praticiens qu'elle héberge dans sa liste. Donc, elle pourrait être tout à fait poursuivie pour ça, il n'y a aucun doute. Hein. Alors, dans un autre passage, je mettrai l'extrait quand je ferai le montage. Elle dit aux gens, voilà, que, attention, quand la police s'intéresse à vous, elle fouille partout, notamment vos ordinateurs. Alors là, je vais réagir à celle-là parce qu'elle est très intéressante. Il y a des policiers tatillons qui peuvent aller saisir l'ordinateur. Voilà, donc il n'y a rien qui traîne. Il faut détruire les Français. Ah bah alors je peux vous dire que moi sur tous ceux qui sont poursuivis, c'est le grand ménage. Hein. On branle-bas de combat, hein, ils y passent la nuit. Hein. Sachez bien qu'une perquisition, ça se fait partout. Donc le grand ménage, on le fait chez les copains, chez les voisins, chez les parents. Quand on est convoqué par la police, on vide tout, on met ailleurs, mais pas chez soi. En tant que pénaliste, là, je me frotte les mains et j'imagine que tout procureur bien né doit commencer à faire la même chose. Là, on est clairement dans ce qu'on appelle vulgairement la dissimulation ou la destruction de preuves. Oui. Alors ça, c'est prévu et réprimé là aussi par le Code pénal, article 434.4, qui dit que est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité, de détruire, soustraire, recéler ou altérer un document public ou privé ou un objet de nature à faciliter la découverte d'un crime ou d'un délit, la recherche des preuves ou la condamnation des coupables. Là, on est clairement elle est en train de conseiller aux personnes qui assistent au webinaire de commettre cette infraction de dissimulation ou de destruction de preuves. Donc elle s'en rend complice par instigation, par complicité, là aussi. Et là, on est vraiment dans le dur, dans le droit pénal dur et dans le droit pénal grave. Donc, elle n'a pas le droit de donner ces conseils-là. Elle n'a pas le droit, c'est clairement réprimé par le Code pénal, elle n'a pas le droit de les donner. Cette dame-là, on ne va pas l'attaquer. Personnellement, je ne vais pas faire un procès contre elle. C'est pas mon rôle. Mais le fait de montrer que ça existe et que cette infraction a été commise, qu'est-ce qu'on en fait? Moi, je fais une vidéo, je mets ça sur YouTube, et il ne se passe rien? Alors, notre rôle de youtubeur, effectivement, s'arrête là. La justice, je le répète régulièrement, ne se rend pas sur YouTube, ne se rend pas sur Twitter. Ça, c'est une évidence pour tout le monde. En revanche, il arrive fréquemment que sorte dans la presse, ou parfois ça commence sur YouTube, une affaire qui arrive à la connaissance d'un magistrat, d'un procureur, qui se saisit de l'affaire et qui poursuit. C'est comme ça, par exemple, qu'est sortie l'affaire Fillon, c'est sorti dans la presse et ça aboutit à la condamnation de François Fillon. Donc, je pense que, pour moi, il n'y a aucun doute sur le fait qu'un procureur peut parfaitement se saisir de l'affaire et faire soit une citation directe devant le tribunal correctionnel, soit saisir un juge d'instruction pour instruire un petit peu plus sur les comportements de Médoucine. Alors moi, je ne suis pas pénaliste ni rien, je ne sais pas comment ça marche. Ce procureur, il est nommé par qui? En 2 mots, qu'on comprenne qui c'est, et c'est quoi son devoir? Et par rapport à ça, s'il ne fait rien, est-ce qu'on peut se plaindre que personne ne fait rien par rapport à une affaire pareille? Alors, le procureur, c'est un magistrat, c'est un magistrat indépendant, il sort de la même école que les juges qu'on appelle les juges du siège, c'est-à-dire ceux qui rendent les décisions de jugement, les décisions, les jugements ou les arrêts. Son indépendance est moindre que celle du juge du siège, mais elle est quand même réelle, ça a déjà été démontré, malgré les reproches qui ont été faits, par exemple, lors de l'affaire Fillon. Le procureur peut parfaitement s'auto-saisir. Ce qu'on m'apprenait lorsque j'étais à la fac de droit il y a déjà quelques années, c'est qu'il était averti d'une infraction par la rumeur publique, et il pouvait parfaitement déclencher le procès à la suite de cette information. C'est la première partie de ma réponse, j'ai oublié la seconde partie de la question. Si nous on constate qu'il y a infraction, qu'on le montre et qu'il ne se passe rien, qu'est-ce qu'on fait? On peut râler en notre for intérieur, on fait ça souvent, mais au-delà de ça. Alors,
Il existe en droit la notion qu'on appelle la notion d'intérêt à agir. Il faut avoir intérêt à agir pour agir en justice. Alors ça peut être une association spécialisée qui a le droit d'agir en justice, qui pourrait agir contre Médoucine ou contre tel ou tel praticien. Ça pourrait être également des victimes éventuelles, si et là, s'il y a des victimes de ce genre de comportement, qui pourraient elles aussi clairement déclencher l'action publique. Sachant qu'ensuite, soit le procureur décide lui-même de poursuivre, comme j'expliquais, soit en citation directe, soit avec un réquisitoire introductif qui est pour déclencher une instruction, soit c'est la victime elle-même qui peut carrément saisir le juge d'instruction directement par une autre procédure pour déclencher là aussi l'existence de l'instruction pénale. Est-ce que le droit évolue sur ces questions-là ? Alors, à mon avis, c'est plus un problème de budget qu'autre chose. On entend enfin parler dans le grand public et dans la presse de l'insuffisance des moyens de la justice. Il faut savoir que les moyens de la justice, ne serait-ce que les moyens humains en France, sont absolument ridicules. Oui. On a en France moitié moins de magistrats qu'en Allemagne par rapport au nombre d'habitants. Pour vous donner une idée, un juge d'instruction doit avoir, je n'ai pas les chiffres récents, mais entre 3 et 400 dossiers à traiter en même temps. En gros, il ne peut pas y passer plus d'une demi-journée par an pour un juge d'instruction. Ce n'est pas la bonne façon d'administrer la justice, et les annonces un petit peu illusoires de notre bien-aimé ministre de la Justice actuel, disant qu'on augmente les moyens, quand on part de tellement bas, il y a encore une forte marge de progression. Je remercie Sébastien Cavenet de nous avoir apporté ces lumières. Ça nous permet de mesurer la gravité des faits que nous partageons avec vous. Je vous rappelle le nom de sa chaîne. Vous avez le droit. C'est là, c'est sur YouTube. C'est près de chez vous. Hein. Voilà. Nous venons de voir, durant ce webinaire intitulé « Quelle sémantique utiliser quand on est praticien ?», que le principal souci de Médoucine actuellement, c'est de faire le ménage non pas dans les pratiques, mais dans les informations données sur ces pratiques par les praticiens de son réseau, de sorte à pouvoir dire « Ah mais monsieur le juge, attendez, nous on n'était pas au courant du tout que ces choses-là étaient pratiquées, nous on n'est pas coupables !» À peu de choses près. Et donc nous constatons que Solange Arnaud présente durant ce séminaire se contrefout de ce que font les praticiens du moment que leur communication ne fait courir aucun risque à son business, à sa plateforme, à son capitalisme. Et oui, c'est triste, c'est un peu cynique, c'est comme ça. Environ 2000 praticiens sont inscrits à Médoucine, moyennant 250 € de frais d'inscription chacun. Chacun d'entre eux s'acquitte d'un abonnement de 120 € par mois. La Médoucine Academy propose une formation à 1490 €, mais seulement 1290 pour ceux qui sont déjà membres du réseau, dont le but est d'aider les praticiens à, je cite, créer une activité rentable et pérenne. Autrement dit, l'entreprise brasse des millions, mais elle cultive le narratif de l'artisanat grâce à un modèle économique multiniveau aux limites de la légalité. C'est-à-dire que c'est légal, mais c'est limite, qui consiste à recruter des clients pour en faire des clients collaborateurs. Les revenus de Médoucine ne viennent pas directement du grand public, mais des aspirants thérapeutes, des gens qu'on entretient dans l'illusion qu'ils arrivent dans une grande famille où tout le monde les aime et où on fait payer chaque service, où on les encourage tous les jours à s'investir plus dans leurs projets, de faire croître leur clientèle pour le plus grand profit des partenaires vendeurs de compléments alimentaires et autres poudres de perlimpinpin. Médoucine n'est pas seulement un doctolib du charlatanisme, ce n'est pas une injure, c'est une description. C'est une entreprise d'incitation à des carrières de fausse médecine qui réalise un élevage industriel de pseudothérapeutes affiliés, formatés, fidélisés, qui cherchent à croître, à s'organiser. Si l'entreprise continue de fleurir, elle va parasiter un système de santé déjà fragile, entretenir des illusions, saper encore davantage le lien de confiance que la médecine peine à réparer avec le public. En gros, ça sent pas très bon. Médoucine ne respecte pas la médecine, laquelle est un art, mais aussi une science, une pratique nécessairement mise à jour à l'aide des meilleures connaissances disponibles. Médoucine n'a pas de respect pour la santé. Elle fait la promotion
d'histoires, de narratifs qui donnent à leurs clients l'illusion de travailler dans la santé. Ceux d'entre eux qui ont une activité respectable, il y en a, travaillent en fait dans le bien-être. Et c'est très très bien, on ne le leur reproche pas. Les autres sont des charlatans. Mais Lucine, enfin, n'a pas de respect pour la loi. Elle conseille de tromper le public et de détruire les preuves des délits commis au sein du réseau. Mais Lucine, en fait, n'a de respect que pour le fric, le profit, le marketing, l'organisation quasi pyramidale d'un modèle économique qui respire l'arnaque, pardonnez-moi, et penche sévèrement du côté de l'abus de faiblesse d'une clientèle en mal de réponse de la part de la médecine conventionnelle. Mon dernier message sera donc pour les ordres des professionnels de la santé. S'ils m'écoutent, bon, ça je ne sais pas trop, j'ai un doute, mais bon, tentons. Il faut que ces ordres se rendent compte que les personnes tentées par les alternatives ne sont pas plus bêtes que la moyenne. Elles ne trouvent juste pas l'écoute qu'elles cherchent, l'écoute qui fait partie du soin, le respect nécessaire à la relation thérapeutique. Le succès d'un site comme Meducine, c'est aussi le symptôme de l'échec du système de soins. La médecine, je vais me permettre d'émettre un avis, doit travailler sur elle-même, revoir son fonctionnement pour inspirer confiance. Il ne suffira pas de débunker les charlatans. Le débunkage a ses mérites, c'est très bien, on en pratique ici même. Ça fait partie des choses qu'il faut faire. Mais n'avons pas la prétention que ça va résoudre le problème. Et puisque vous êtes là, je vous glisse une piste de réflexion. Ne serait-il pas urgent que tous les soignants soient formés en psychologie? Pour savoir écouter, comprendre et aussi expliquer, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi plus de notions d'épistémologie pour qu'ils soient capables de se mettre à jour et de ne pas devenir eux-mêmes les vecteurs de croyances fausses? Parce que ça arrive aussi. Ne pensez-vous pas que l'exemplarité est un outil précieux? Il suffirait pour cela que l'ordre des médecins sanctionne sévèrement les propagateurs de fake news médicales. Je dis ça, je dis rien. Voilà pour les conseils que je me permets de prescrire, même si personne ne me demande mon avis. Je sais bien, mais depuis des années que je suis au contact de l'intoxication continuelle, infligée au public par des groupes divers et variés, des groupes d'intérêt qui ont pour point commun de détester la pensée critique et la remise en question. Et voyez-vous, je trouve qu'il n'est pas normal d'éprouver un tel sentiment de solitude face à ce problème. Sentiment que je partage avec des gens qui m'écrivent. Ils sont un certain nombre. Quand, à côté, il existe des organes qui devraient mener un combat visible sur ce terrain. On se sent un peu trop seul. Ça n'est pas normal. On se sent démuni et on a l'impression qu'il y a une impunité du côté des charlatans divers et variés. Bon. J'espère que cette vidéo vous aura plu, auquel cas vous connaissez la marche à suivre. Pouce, commentaire, partage, débat, citation de la vidéo et du travail en général sur toutes les plateformes, et puis un soutien à notre asso, la STEC, via les plateformes de financement. Merci beaucoup à ceux qui le font, ça nous aide, c'est vital. Et en 2022, écoutez, on va continuer à faire comme avant, nous allons continuer de prendre garde aux idées que nous acceptons de mettre dans notre tête, parce qu'on n'en a qu'une. À bientôt. Et alors, l'acupuncture sans aiguille, donc des moxa japonais, qui est une alternative à l'aiguille d'acu, ça c'est ok, non? L'acupuncture sans aiguille, justement. Mais même l'acupuncture, elle est ok. Tout ce que je demande, c'est qu'on en parle. Enfin, Sylvie, ta synthèse de conseils en fin de consultation, tu dis à ton client que s'il a envie de prendre des notes, il les prend, mais toi, tu laisses pas ton écriture traîner avec des conseils en plantes. I shall rest my
Lautaro apenas se defendió.